14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant 2 heures sur Sud Radio et nous allons évoquer aujourd'hui un sujet qui vous concerne pratiquement tous, ou en tout cas qui vous a concerné un jour ou l'autre. Avec Philippe Parlin, notre sexothérapeute, nous allons parler du mariage. Alors j'ai regardé quelques chiffres. En 2023, il y a eu une augmentation du nombre de mariages. En effet, 300 000 personnes se sont dit oui devant le maire. Enfin 300 000 personnes, 600 000, puisqu'il y a eu 300 000 mariages. Enfin, à mon avis, jusqu'à présent, on ne marie. Ils étaient deux. Ils étaient deux, absolument. Au moins. Et bien, figurez-vous qu'il y avait plus de mariages que de Pax, donc c'est quand même important. Et dans ces 300 000 mariages, eh bien 5% étaient des mariages entre personnes du même sexe. Donc ça rassurera ceux qui ont peur que ça soit quelque chose qui soit de plus en plus important. Bon, bref, ça c'était juste pour une private joke. Et si on regarde plus en détail, finalement, très peu de gens ne sont jamais passés devant le maire. À peine 10% de la population n'a jamais eu envie de se marier. Alors c'est pas tout à fait 10%, mais bon. Ce qui veut dire que peut-être qu'ils n'ont jamais aimé, je suis pas sûre. Je crois qu'on peut avoir aimé sans pour autant avoir envie de se marier. Néanmoins, le mariage, c'est encore une valeur importante et on va essayer de comprendre pourquoi on se marie. Et justement, je compte sur vous pour me raconter ce qui vous a décidé à vous marier. C'est pas forcément le fait de faire des enfants, parce qu'un autre chiffre est assez étonnant aujourd'hui. 60% des enfants sont nés hors mariage, ce qui veut pas dire que les gens ne se sont pas mariés après. Donc c'est peut-être l'amour, et ce serait peut-être bien que ce soit l'amour qui soit encore à l'ordre du jour quand on se dit oui devant monsieur ou madame le maire. Si vous avez envie de témoigner, en tout cas, vous nous appelez au 0826 300 300. En programme également, notre devise du jour, choisissez votre définition de la vie. En Love Conseil, on verra pourquoi on est jaloux de son ou son ami ou une amie ou un ami. En sexo, on verra pourquoi les femmes sont souvent dans le désir de l'autre. Et puis, bien sûr, on va évoquer le mariage avec ce joli livre que j'ai reçu, tout rose. C'est aux éditions Flammarion. Si vous avez l'intention de vous marier, que vous avez besoin de conseils, c'est un joli livre avec beaucoup de conseils, notamment sur la robe, bien sûr, mais sur le lieu, sur les accessoires, par exemple la tradition des symboles. Enfin, il y a vraiment des choses intéressantes qui permettent peut-être de vraiment réussir son mariage, parce que c'est pour les gens, surtout la première fois qu'on se marie, c'est un événement essentiel, très important et en même temps très symbolique. Oui, ça reste. Bonjour Brigitte. Le mariage reste encore, et je trouve ça bien, très investi de symboles, d'engagement, de promesses, parce que c'est un mot qui est très lié au mot mariage, le mot promesse. On se fait plein de promesses ce jour-là, et puis on a un peu cette idée que ça doit être le plus beau jour de notre vie. En tout cas, c'est un peu comme ça qu'on va le composer. Donc non, ça c'est extrêmement intéressant, et je trouve que ce genre de livre qui pose les choses, c'est bien, parce que, comme le titre l'indique, oui. Alors c'est plutôt un livre qui s'indique qui serait, enfin, que je conseillerais pour les femmes, parce qu'il y a beaucoup de choses justement sur la robe, Vous voulez pas que je mette de robe pour mon mariage? Non, vous faites comme vous voulez, mais je crois que vous êtes marié. Je suis déjà marié, mais j'étais en robe. Bon. Si, mais c'est une robe indienne, donc c'était pour homme. C'était pour homme, donc tout va bien. Une robe pour homme. Bref, il y a des alliances, enfin, il y a plein de choses, et je trouvais que c'était une belle idée. En tout cas, le livre est sympathique, et je me suis dit que c'était une belle idée de faire une émission sur le mariage, parce que il y a quand même énormément de divorces aujourd'hui, et à la fois, j'allais presque envie de dire tant mieux, parce que ce serait terrible de se marier et d'être obligé de rester marié, même si ça ne va plus du tout. Mais ça veut dire aussi que peut-être on ne s'est pas suffisamment posé la question quand on se marie. Si c'est pour divorcer 2 ans après, c'est qu'il y a peut-être quand même un problème, non? Oui, il y a ça. Et il y a, je pense, quelque chose qui est questionné aujourd'hui. J'ai pas de réponse, mais c'est questionné. C'est le sens de l'engagement. Absolument. Donc aujourd'hui, se dire oui devant monsieur le maire n'a effectivement pas le même sens
pas la même portée, ne nous engage pas autant, ou en tout cas de la même manière, parce que qu'il y a ne serait-ce que 50 ans en arrière, pour essayer d'être un peu... Et ça, c'est quand même intéressant. Qu'est-ce que cette problématique d'engagement dit de nous ? Qu'est-ce que ça dit de nous ? Pourquoi, dès que ça commence à être un petit peu difficile, on arrête et on regarde ailleurs si c'est mieux ? Alors, je dis pas que tout le monde fait ça, loin de là, mais malgré tout, j'ai des couples qui viennent me voir en thérapie parce qu'ils sont au bord de la rupture et qu'ils essayent d'éviter ça. Il y a des fois des bonnes raisons, mais je vois beaucoup de mauvaises. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Peut-être, oui, qu'on n'a pas réfléchi ce mariage. Ce qui arrive aussi, ce mariage, il intervient souvent très tard. Beaucoup de couples qui décident de se marier, ils ont déjà 15 ans, 20 ans de vie commune. Ils légalisent, comme ils disent, leur union. Oui. Alors, ça veut dire certainement qu'il y a des intérêts je pense, financiers, pour matériels. Protéger les enfants, protéger la famille. Et c'est tout à fait respectable, parce qu'en effet, le mariage a cette qualité-là de protéger, et notamment au niveau de l'héritage, etc. Donc ça, c'est pas à remettre en cause, évidemment. Mais je crois que ce qui est important... Moi, je dis souvent que lorsqu'on rencontre quelqu'un, on ne le connaît pas. On peut être très amoureux, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on le connaît. On ne va découvrir l'autre qu'au bout de 2 ans, 3 ans. Et généralement, quand il y a eu une première crise, c'est là où on découvre réellement la force du lien, ou au contraire le déséquilibre du lien. Donc peut-être aujourd'hui, on a la possibilité de vivre ensemble sans être mariés. La société a quand même là-dessus beaucoup évolué. Et donc peut-être ne pas se marier trop vite, c'est peut-être un premier conseil que j'ai envie de donner. En même temps, je peux comprendre que quand on est très amoureux, on ait envie de se marier, mais justement, pourquoi ? Pourquoi quoi ? Pourquoi avoir envie de se marier quand on est très amoureux ? Là, c'est plus ça que je remettrais en cause, alors que le mariage, quand on se connaît, quand on sait qu'on peut s'installer dans l'avenir, là, je le comprends. Est-ce qu'on n'essaye pas, quand on est très amoureux, de sécuriser, sécuriser une histoire d'amour voilà. On a l'impression justement que le mariage va renforcer le lien, alors que non. Souvent, ça marque l'explosion 1 an après. Il y a beaucoup. Voilà, c'est peut-être une première chose qu'on peut dire. Le mariage, c'est un engagement presque, j'allais dire, sociétal, plus que amoureux. Et ça, c'est peut-être une chose qu'il faut bien comprendre. Alors pourquoi pas, encore une fois, moi j'ai pas d'avis. Mais c'est nouveau qu'ils soient amoureux, puisqu'effectivement, jusqu'à il y a peu de temps dans notre histoire, on se mariait pour faire famille, pour fonder une famille, créer un cadre sécuritaire pour avoir des enfants, élever les enfants. Et il n'était même pas question de divorcer. Aujourd'hui, on se marie par amour. Donc on a repris une ancienne formule pour la mettre au goût des sentiments et de l'amour. Et l'amour, il s'écrit pas comme la sécurité d'un couple qui se construit. Donc c'est des fois là que ça... Et ce qui est dommage, je trouve, c'est que les fiançailles ont perdu un petit peu leur rôle, alors que c'était ça le rôle des fiançailles. Je trouve qu'elles retrouveraient leur vrai sens, effectivement, Brigitte, si elles remplaçaient ce mariage précoce. Voilà, on peut très bien décider de se fiancer au bout de 6 mois qu'on se connaît, et puis voir comment. Je veux faire connaissance avec toi, je veux m'engager avec toi, on voit comment ça marche avant de se marier. Alors, je précise que les femmes ont le droit de garder la bague de fiançailles, même si elles ne se marient pas. Oui, mais c'est pas, il y a des jolies bagues en toque, vous inquiétez pas. Non, mais je plaisante un petit peu, mais c'est vrai que c'est quand même important, parce que c'est quand même dommage de voir des couples qui disent, parce que le divorce, on faisait l'émission la semaine dernière avec Eliette Abécassis, le divorce, c'est jamais simple, c'est quand même toujours un échec, ça fait mal. Ça fait mal, c'est douloureux, et parfois, quand on n'a pas été suffisamment précautionneux, on y laisse beaucoup de plumes. Non, le divorce, c'est pas une solution. Enfin, je pense pas qu'on se marie pour divorcer. Il faut justement prendre le temps de mieux investir ce mariage. Et vous avez raison, il y avait ces fiançailles qui existaient et qui existent beaucoup moins. Et peut-être que quand on décide de se marier, écouter un tout petit peu l'avis de quelques proches en qui on peut faire confiance, qui vont peut-être nous éclairer, nous ouvrir les yeux sur quelque chose qu'on n'a pas eu envie de voir. Oui, c'est ça. Parce que c'est là, mais on n'a pas envie de le voir.
puisqu'on est amoureux justement, et c'est cette fameuse phrase terrible qui dit le mariage l'amour rend aveugle et le mariage nous redonne la vue. Vous la connaissez cette phrase évidemment. Mais c'est vrai que quand j'analyse sur les couples qui viennent nous voir et qui sont en difficulté, eh bien les difficultés qui vont les amener à venir s'asseoir en face de moi étaient présentes dès les premiers mois. Mais ils ne les ont pas pris au sérieux. Ils étaient persuadés que l'autre allait changer, ils n'ont pas voulu voir. Ils avaient tellement envie que ça marche. Alors, qu'on rencontre des difficultés dans un couple, c'est normal. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter non plus. Exactement, mais il faut savoir si ces difficultés-là, on a envie de les surmonter ou si on ne pourra pas les surmonter. Et c'est ce que j'appelle parfois les cartons rouges. On rencontre quelqu'un, par exemple, on est allergique aux poils de chat. Je ne sais pas pourquoi je prends cet exemple d'ailleurs. Complètement saugrenu. Malheureusement, on restera allergique aux poils de chat. Et donc, il ne faut pas vivre avec quelqu'un qui a des chats et qui adore les chats et qui ne peuvent pas vivre sans ces chats si on est allergique aux poils de chat. Alors j'ai pris exprès un exemple très anodin. Oui, complètement. Mais plus sérieusement que les chats, et ça va faire écho auprès de beaucoup d'auditeurs, le projet d'enfant. Ah, ça c'est essentiel. Et la différence de culture, par exemple. Et aussi. La différence de culture. Mais le projet d'enfant, faut faire attention de croire que l'autre va peut-être changer d'avis, ou que ça peut être vraiment deux orientations qui partagent, et il faut savoir entendre. Il faut un minimum de valeurs communes. De projets communs. Le mariage, c'est une construction. Donc si on n'arrive pas à être d'accord sur ce qu'on veut construire, chacun vivra dans une tour de château totalement différente. Voilà, le mariage, la passion ne suffit pas pour faire un mariage réussi. Il s'agit de mettre les murs autour. C'est le château de princesse qui va permettre de vivre l'histoire d'amour. Il faut que le château soit construit d'un commun accord. Et je voudrais revenir aussi sur ce fameux dicton, mariage pluvieux, mariage heureux. Alors il faut se marier en Normandie, c'est ça? Non, parce qu'en fait, on n'a jamais compris que mariage pluvieux, ça veut dire quand on est plus vieux, on a plus de chances de réussir son mariage. Et ça, c'est vraiment important parce que combien de fois j'entends les gens penser que c'est parce qu'il pleut que le mariage va réussir. Et effectivement, on oublie que... le sens des mots. Mais oui. Et donc, mariage plus vieux, mariage heureux, ça veut dire qu'on a plus de chances de réussir son deuxième mariage que son premier. Peut-être pourrais-je dire cela. Bref, maintenant... je me le souhaite. C'est à vous qui nous écoutez sur Sud Radio de prendre la parole. Venez nous parler de votre mariage, heureux ou pas, pluvieux ou ensoleillé, je ne sais pas. Et qu'est-ce qui pourrait vous donner envie de vous marier? On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous évoquons aujourd'hui le mariage d'amour, mariage de raison. Après tout, pourquoi pas, les deux sont possibles. Avec Philippe Arlin qui est avec nous, sexothérapeute. Et je suppose bien sûr que vous avez des couples qui sont mariés, qui ne vont pas très bien et qui viennent vous voir pour savoir ce qu'ils font. On continue ou pas. Ils viennent rarement s'asseoir pour nous dire « Ah nous, tout va bien, on s'éclate ». Non, ça j'imagine bien. Voilà. Et nous sommes avec Adélaïde. Bonjour Adélaïde. Bonjour Brigitte, bonjour, j'ai oublié le prénom. C'est pas grave, Philippe. Bonjour Adélaïde. J'ai tout retrouvé en vous écoutant. C'est vrai ? Écoutez, merci. Alors, et puis la dernière phrase, mariage pluvieux, mariage heureux, vous avez tout à fait raison Brigitte. Je me suis mariée à 19 ans, le 9 novembre 1991, il pleuvait, et on me disait mariage pluvieux, mariage heureux. Non, c'est en effet, je me suis remariée avec un autre homme. Le 14 juillet 2012, j'étais beaucoup plus vieille et il était plus vieux aussi. Et là, nous sommes heureux. C'est un mariage heureux. J'ai enfin eu le mariage de deux petites princesses que je rêvais à l'âge de 19 ans que je n'ai pas eu. Et c'est toujours, on est toujours très très amoureux. Ça fait plus de 12 ans. Super. Et je me suis mariée trop jeune et avec beaucoup, comme disait Philippe, oui, on se marie, parce qu'il y a aussi l'exemple qu'on a de nos parents. Il n'y a pas de fiançailles, donc c'est vrai que les fiançailles, ça devrait être la période d'essai, on pourrait dire. Savoir si on va se lancer ou pas, si on est vraiment sur les mêmes ondes. Moi, je pensais que mon ex-conjoint serait aussi fou que moi en ayant des enfants. Moi, mes filles, ça a été... je me suis trouvée maman, peut-être trop maman que femme, ça c'est un autre sujet.
Et puis, c'est un mariage qui n'a pas fonctionné. Après, je me suis retrouvée seule avec mes 3 enfants et j'ai rencontré un homme qui avait aussi 3 enfants. Donc, quand on s'est mariés, alors il y a aussi l'histoire, vous avez parlé aussi du confort et puis matériel. On a acheté une maison ensemble, mais on n'était pas mariés. On se mariait 6 mois après. Donc votre premier mariage, hein, c'est ça? Le deuxième. Oui, le deuxième, ouais. D'accord. Donc là, on a eu chacun une vie, une expérience. Et quand on s'est rencontrés, nous, on voulait plus d'enfants. On en avait chacun 3. On a mis 2 ans et demi avant de vivre ensemble. Donc je pense que les fiançailles, ça a été la période d'essai, 2 ans. Oui, bien sûr. Et puis après, on a décidé de se marier. Et avant de se marier, on avait acheté une maison. Donc le notaire nous a dit, attention, vous n'êtes pas mariés. Vous achetez une maison, c'est très bien, mais vous avez des enfants de chacun de lits différents. Donc vous n'êtes pas protégés. On avait prévu de se marier 4 mois après. Le mariage était prévu de toute façon. Mais on a dû faire un testament pour se protéger de nos enfants. Oui, absolument, parce que si l'un des deux était mort, l'autre pouvait être viré par les enfants. Voilà. Absolument. Bon, ça c'est la petite anecdote du côté non, matériel. mais c'est la réalité. C'est une réalité qu'il ne faut pas oublier, malheureusement. Oui. Alors moi, mon premier mariage, j'étais jeune, et j'étais l'aînée d'une fratrie de 4 enfants. Mes parents, ma maman ne travaillait pas, mon papa travaillait, mais il n'avait pas un gros salaire. Mon ex-conjoint était plus âgé que moi, il avait déjà sa maison, il avait déjà été marié. Et moi, mon rêve, c'était d'avoir un grand mariage, ma belle robe et tout. Et j'étais enceinte, donc déjà, j'avais une grossesse à risque. Donc mon papa, il dit, moi, je veux bien que tu fais un beau mariage, ma fille, mais déjà, je vais devoir refaire un crédit. J'ai déjà le crédit de ma maison. Donc j'ai dit à mes parents, bon, on laisse tomber. Donc on s'est mariés vraiment tout simplement à la mairie. Et puis même le soir, on n'avait rien de prévu. Donc j'ai des copains qui me disent, ah non, quand même, vous venez juste de vous marier. Donc ils ont été chercher des baguettes, de la charcuterie, on a fait des sandwichs. Vous voyez, on s'est vraiment mariés très simplement. Et moi, j'en ai énormément souffert parce que j'avais juste 19 ans et toutes mes copines avaient le même âge que moi. Puis après, elles se sont mariées vers 23, 25 ans et elles ont eu des très beaux mariages. Et moi, c'était mon rêve d'avoir un beau mariage, d'avoir ma robe, d'avoir... Voilà, moi je suis la génération Cendrillon, j'ai regardé les Disney, il y avait mon prince charmant avec le cheval blanc qui m'attendait. Bon, malheureusement, le premier, c'était pas le bon. Et j'ai rencontré mon mari et je lui ai dit, quand on a décidé de se marier, je dis, moi, j'aimerais un beau mariage. Et il m'a dit, pas de problème. Pourtant, lui, il avait déjà eu un beau mariage, c'était marié à l'église. Moi, c'était mon rêve de me marier à l'église. Donc, nous voilà tous les deux, 41 ans et 48 ans, partir tous les lundis soirs au presbytère pour faire la formation pour pouvoir se marier à l'église. Et puis à la fin de la formation... Qui est très bien d'ailleurs, hein, je voudrais préciser, d'après ce que j'ai... souvent... Vous allez un peu rire, Brigitte, parce que on a fait toute la formation. J'avais signalé, quand on s'est inscrit, on a un dossier à remplir sur Internet au niveau du diocèse, disant que on était tous les deux divorcés. Et le curé, à la fin, il vient chez nous, donc je fais une petite tarte aux pommes, et puis je lui explique, il dit, oui, vous êtes divorcés? Oui, on est divorcés. Vous avez été marié à l'église? Moi, non, mais mon mari, oui. Ah ben non, c'est pas possible. Oui, il a fallu qu'il change je crois qu'il renie son premier mariage, c'est ça, hein? Oui, nous on n'a pas fait ce choix-là. Il m'a parlé de Caroline de Monaco, j'ai pas les mêmes moyens. Et puis il m'a dit, parce que moi ça m'a mis en colère, parce qu'à mon premier mari ça a été la même chose. Lui il avait déjà été marié. Donc moi aussi je voulais me marier à l'église avec lui, mais ça n'a pas été possible parce qu'il avait déjà été marié. Et moi j'ai connu des copines qui se sont mariées 3 fois à l'église et qui avaient divorcé auparavant. Donc pour ça, je lui dis, ça dépend sur qui on tombe, quelle paroisse. Donc là, j'ai dit, il m'a dit, mais vous savez, ce que Dieu a fait ne peut pas défaire. Alors, déjà, si Dieu... Il a tous les pouvoirs. Et puis il m'a dit, oui, mais vous savez, l'Église, on doit suivre la Bible. La Bible, c'est comme le code de la route. Bon, moi, je me suis mis très en colère. Là, excusez-moi, je vais peut-être choquer les auditeurs. Je lui ai dit, ah bon, c'est dans le code de la route et dans votre Bible que les curés qui ont abusé de petits gamins. Donc là, mon mari dit, on va arrêter là. On s'entend pas. Donc le curé est reparti. Et puis, en fin de compte, en parlant avec un copain qui m'a dit, moi, je connais un abbé qui est super. Il peut vous marier, je suis sûre. Et cet abbé est venu nous voir. C'était l'abbé de la ville de Istres. Mais on lui a dit, on ne peut pas partir à Istres. On habite dans un petit village juste à la limite du Vaucluse. Il m'a dit, c'est pas grave, on va voir avec l'abbaye du Frigolet. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est dans les Bouches-du-Rhône. Et puis il a vu avec ses supérieurs. Et on a pu se marier dans les jardins de l'abbaye. Et je vous dis, j'ai eu un mariage magnifique, c'était féerique. On était dans un jardin avec des vieilles pierres.
Et je crois que c'est un des plus beaux jours de ma vie, quoi, parce que, en effet, c'était pas dans la maison de Dieu, mais c'était dans la nature. Dans la nature, on a eu un temps superbe. J'ai un copain qui m'a trouvé, un ami à lui qui avait des calèches et avec les chevaux de Camargue. J'ai vraiment eu un mariage magnifique. C'est joli parce que vous avez retrouvé votre âme de jeune fille. Vous avez vécu votre rêve quand même. Et c'est bien, c'est bien. J'ai vécu mon rêve. Après la cérémonie, on a été faire la fête dans une manade autour des taureaux. Moi, j'adore la communauté gitane. Donc, on a un groupe de gitans qui sont venus faire de la musique et danser. C'était magnifique. Mon mari m'a offert un magnifique mariage. Et les gens, parce que c'est quand même un mariage, j'étais pas une jeune fille, j'avais 41 ans. Les gens me disaient, mais on sent l'amour. Voilà, c'était un mariage d'amour. Oui, mais vous savez, moi je dis souvent, le cœur n'a pas de rides. Et pluvieux, comme vous avez dit, un mariage pluvieux, un mariage heureux, parce que oui, on était pluvieux. On a plein de projets, on avait des projets, on les réalise, on en a toujours plein. Et ce mariage, c'était notre projet. Autant lui que moi, il était aussi partant que moi. Et c'était vraiment un mariage un peu champêtre, parce que mon beau-père était un peu plus coincé que moi. Moi, je suis un peu plus faux folle. Et puis, mais tout le monde a adoré en fin de compte. Mais écoutez, Adélaïde, je vous remercie de votre témoignage, parce que pourquoi j'ai eu envie de faire cette émission aujourd'hui, c'est pas pour inviter les gens à se marier, chacun fait ce qu'il veut, et vous savez très bien que j'ai pas cet objectif, moi. C'est juste pour que les gens réfléchissent un tout petit peu plus, et dans votre témoignage, vous dites tellement de choses qui obligatoirement permettent à ceux qui nous écoutent d'être plus clairs avec leurs désirs. Et puis ce mariage, je rebondis un petit peu sur votre histoire de curé et sans rebondir sur la religion, mais peu importe à la limite la forme que ça prend. Il y a des gens qui se sont créés un mariage païen, c'est votre événement, c'est votre manière de dire aux autres que vous vous choisissez, que vous vous aimez et que vous avez envie de construire ensemble aux yeux de tous, et tous c'est vos amis, votre famille et tout. Et pour moi c'est le seul sens du mariage. Après oui, bien sûr, il faut le poser devant monsieur le maire parce que c'est important de légaliser, et le cadre sécurisant du mariage est important, mais la cérémonie telle que vous nous l'avez décrite, justement dans les jardins qui, j'espère, sont aussi la maison de Dieu, j'espère qu'ils ne restent pas enfermés dans les églises, oui, bien sûr, s'aimer à cet endroit-là, voilà, avoir le soleil pour témoin, comme dit la chanson. Moi, je pense que là, vous êtes très proche, en tout cas, du sens que moi j'aimerais et que j'ai gardé, en tout cas pour moi, dans le mariage. Merci beaucoup Adélaïde. On fait une petite pause. Vous avez envie vous aussi de nous raconter votre mariage, de témoigner. Vous nous appelez au 0826 300 300. On se retrouve pour le Love Conseil, jaloux de ça ou de son ami. On en parle. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Philippe Arlin, on entend souvent ce genre de problème, on est jaloux de ça ou de son ami, c'est assez fréquent et c'est assez normal, c'est pas complètement anormal d'être jaloux du meilleur ami, surtout quand il est du sexe opposé de son partenaire. En revanche, il ne faut pas laisser la jalousie prendre le dessus et il faut réagir dès le départ. L'idéal, c'est évidemment d'arriver à créer une complicité avec l'ami de son ou de sa partenaire. Mais en même temps, c'est pas toujours si simple. Ce qui peut être compliqué, ça implique une relation à trois et c'est toujours difficile parce qu'il faut qu'un des trois s'efface lorsque, par exemple, on va dîner avec son conjoint et qu'il est avec sa meilleure amie. Qui est-ce qui s'efface des trois et c'est ça qui est vraiment compliqué. Donc, je crois qu'il faut en parler. Il faut évoquer vos réticences que vous avez vis-à-vis de votre partenaire qui trop souvent peut-être au téléphone avec sa meilleure amie, vos craintes aussi, éventuellement la souffrance, pour qu'ensemble vous puissiez poser des limites. Alors il n'est pas question d'imposer et de dire à l'autre de choisir, parce que de dire à son conjoint je ne veux plus que tu vois ta meilleure amie, c'est pas possible. Donc il faut évaluer ses besoins respectifs et c'est
compréhensible que votre partenaire ait besoin de rester en contact avec une amie ou un ami. Mais qu'est-ce que ça signifie et pourquoi vous êtes si soupçonneux? Alors si c'est une ex qui est devenue une meilleure amie, ça peut aussi se comprendre, mais ça peut se parler, ça peut se dire. En tout cas, il est important de communiquer sur ce sujet parce que sinon ça peut devenir un vrai poison dans le couple. Sur le même sujet, on peut avoir aussi des fratries extrêmement fortes. C'est vrai. Des frères et sœurs ou des frères, deux frères, où on a l'impression qu'il faut épouser les deux. Ou la belle-mère. Oui, aussi. Des fois, quand on rentre dans une famille, que ce soit le frère, la sœur, etc., ou les parents, voilà, on n'épouse pas qu'une personne et ça peut vraiment être problématique. Ça peut vraiment être problématique et je pense qu'il faut pouvoir l'entendre. Il y a des gens qui ne savent pas faire le choix, c'est-à-dire qui se marient mais ne quittent pas le domicile familial quelque part. Et se marier, c'est s'engager à aller construire un domicile familial ailleurs. Mais même si on n'est pas marié, on peut être jaloux du frère ou de la sœur de son... Et sur les amis, c'est vrai qu'il faut faire attention parce que en plus, c'est pas toujours neutre. Il y a des fois aussi des histoires d'amitié où un des deux est effectivement ami parce qu'il n'a pas pu avoir plus. Et donc ça, on peut s'en rendre compte, on peut le sentir. Donc oui, c'est compliqué de rentrer dans une relation étroite, surtout si c'est une personne de l'autre sexe. Et moi, le conseil que je voudrais donner, c'est la première fois que vous rencontrez le meilleur ou la meilleure amie de votre partenaire, rencontrez-la ou dans un contexte avec plus de monde. Pas dans ce trio qui est très très compliqué. Il y a des gens ou qui alors ont en énormément... tête à tête. Mais pas avec le conjoint. Oui, pas avec le futur conjoint. Mais en tête à tête, c'est assez bizarre aussi. Ça peut, surtout si vous n'êtes pas très à l'aise dans votre. Sinon, il faut qu'il y ait du monde. Oui, je pense que la meilleure solution, c'est qu'il y ait du monde. Ça noie un peu le poisson, si je puis dire. Leslie est avec nous. Merci de réagir. Alors, Leslie, vous êtes pacsée. Vous adoreriez pouvoir vous marier, mais c'est votre partenaire qui n'a pas envie, c'est ça ? Oui, bonjour à tous. Effectivement, alors c'est pas un non-désir de mon conjoint de se marier, mais c'est pas dans les projets. Pour lui, le côté administratif a été fait avec le PACS. Donc, on va dire que le côté lien a été déjà fondé par le PACS et le passage en mairie. Mais après, voilà, le mariage, il n'est pas contre, mais pas pour l'instant. C'est pas quelque chose qui le fait vibrer, qui l'intéresse plus que ça. Il n'y est pas fermé, mais voilà, c'est pas dans les projets de court ou moyen terme. Et vous aimeriez, vous ? Oui, moi, c'est vraiment un rêve de petite fille. C'est la concrétisation à la version film, à la version bien sûr. entité aussi, je pense, de tradition dans ma famille. Voilà, ça s'est toujours formalisé sur mes proches, mes parents, mes grands-parents, les oncles et tantes. Tout ça, voilà, c'est un schéma familial qui est important pour moi de continuer. Et vous êtes ensemble depuis combien de temps ? Ça fait plus de 5 ans qu'on est ensemble. On est pacsés depuis 2 ans, plus de 2 ans. Voilà, donc après, c'est une question qui n'est pas fermée, mais dès que le sujet commence à dévier, voilà, mon conjoint coupe court à la discussion, parce qu'il m'a dit que c'est pas dans les projets actuels. Vous avez projet de construire une famille ? Oui. Oui, on a notamment par le PACS, on a pu accéder à on a voulu accéder à la propriété avant de fonder un foyer, une famille, et c'est notamment par le PACS qu'on a fait tout l'administratif et qu'on a bénéficié du coup déjà d'une démarche commune d'acquisition d'une maison, d'emprunt, voilà, et de l'acquisition. Et effectivement, après, la famille viendra en suivant une fois que les projets du coup s'ouvriront et professionnellement et sur la... Ben, il faudrait comprendre, Leslie, qu'est-ce que signifie le mariage pour lui. Pour vous, on comprend, et c'est en effet
la jeune femme qui rêve de porter sa robe blanche et d'avoir sa plus belle journée de sa vie. Hein. C'est certes un rêve et c'est très symbolique et ça peut paraître ridicule pour certains, mais c'est votre rêve et votre désir et il est pas discutable. Mais en face, il faut comprendre ce que ça signifie pour lui et qu'est-ce qui lui fait. Peu de choses en fait. Pour lui, c'est pas un but en soi. C'est pas important. C'est ça. C'est alors pour faire la fête, oui. Pour réunir nos familles de chaque côté et les amis, oui. Mais à son sens, il n'y a pas besoin d'un mariage pour ça. Ouais. Oui, mais il n'entend pas. On était déjà dans cette démarche-là de réunir des familles et les amis. Voilà, pour lui, le côté symbole est ni religieux, ni sur le côté. D'accord, mais il entend pas le vôtre visiblement. Alors, il n'y est pas fermé, donc tôt ou tard, je pense que ça viendra. Mais effectivement, la démarche est longue et la discussion n'est pas forcément à l'ordre du jour. Mais c'est vrai que le mariage ne se vit pas pareil au masculin qu'au féminin. Je pense, oui. Là, c'est vraiment j'allais dire le jour de gloire, mais c'est un peu ça, de la femme élue. Et tout tourne autour d'elle, de sa robe, voilà. L'homme, il en retire moins de symbolique que l'épouse. C'est peut-être pour ça que pour nous, les hommes, toute cette portée très belle et symbolique du mariage va moins nous traverser, moins nous animer. Ouais. Mais je rejoins ce que dit Brigitte. L'important, c'est qu'il entende que c'est important pour vous et qu'il entende que quelque part vous avez besoin qu'il dise qu'il vous choisit aux yeux de tous, parce que le Pacs, c'est quand même très discret dans un bureau, c'est quand même pas très romantique. Franchement, ils n'ont rien fait pour que ça devienne glamour. Donc effectivement, je pense que ça vous manque. Mais comme vous dites, il n'y est pas fermé. Donc on va croiser les doigts pour vous. Ça va dans le bon sens, mais c'est qu'une question de temps. Et effectivement, moi j'aimerais bien que ça arrive peut-être avant la famille, justement, avant les enfants. Il a quel âge votre compagnon ? Il arrive sur la trentaine. D'accord. Oui, donc 30 ans, on peut encore comprendre que quelque part, il y a quelque chose qui bloque. Il ne faut pas oublier aussi le symbole de la corde au cou qu'ont les hommes du mariage. Ça, ça a été véhiculé très longtemps. Et il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là qui bloque un peu. Ouais. Il n'est pas contre, mais il n'est pas pressé de se passer la corde au cou. Exactement. Vous voyez. Et ça, c'est quelque chose aussi qui parle aussi de sa propre histoire, peut-être familiale d'ailleurs. Oui, des histoires, effectivement, des schémas familiaux qui n'ont pas forcément fonctionné. Exactement. Et pour certains hommes, encore une fois, ça c'est très symbolique et c'est très dans leur inconscient, le jour où ils se marient, leur épouse est moins la maîtresse, donc ils perdent un peu de ça. Ils renoncent. Et donc c'est peut-être tout ça qui bloque un peu chez lui. Alors il n'est pas contre parce qu'il vous aime visiblement, donc mais c'est bon. Peut-être que ce serait pas mal de pouvoir un petit peu plus en parler de manière ludique, si je puis dire, pour désamorcer un peu tout ce qui bloque. Peut-être, c'est une piste en tout cas que je vous propose. Mais merci Leslie, parce que ça va parler à beaucoup de femmes et à beaucoup d'hommes, votre témoignage, évidemment. Merci à vous. Et on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le mariage, on en parle avec vous, Philippe Arlin. Vous êtes sexothérapeute à l'occasion de ce joli livre aux éditions Flammarion. Il est tout rose, c'est un livre qui parle du mariage plus pour les femmes. Oui, un grand oui, évidemment, mais secret pour réaliser le mariage de vos rêves. L'autrice, Delphine Manivet. Voilà. Eh bien, les hommes aussi vont parler du mariage. Bonjour Joël. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Joël. J'ai effectivement eu l'occasion d'expérimenter à 3 reprises le mariage. Ah oui, d'accord, jamais 203, donc ça va, vous êtes... C'est pas mal, je n'exclus pas encore une 4e, on est là-haut derrière. Ah bon, écoutez, pourquoi pas. J'ai vécu 3 types de mariage. Celui qu'on fait dans sa jeunesse, je l'ai fait à 23 ans la première fois, après quelques années de vie commune avec ma compagne.
Et c'était un mariage que je dirais festif. Les motivations, c'était qu'on aimait bien vivre ensemble et surtout qu'on avait envie de faire la fête avec la famille, avec tout le monde et célébrer quelque chose d'important pour elle, pour sa famille, pour moi aussi. Mais voilà, on avait d'autres motivations que de fêter notre union. Vous étiez très jeune, j'imagine. Elle 28 ans, moi 23, donc c'est quand même vous étiez jeune, en effet. Voilà, tout à fait. Et combien de temps ça a tenu? Alors nous avions déjà 5 ans de vie commune, et nous avons vécu ensemble encore 2-3 ans après le mariage, et nous sommes restés des amis très proches, après avoir choisi des chemins différents dans notre vie, mais sans heurts, qu'avec du plaisir. On n'avait pas enfermé notre amour, on n'avait pas mis sous clé, on n'avait pas proclamé pour que les autres en soient les gardiens. Oui, j'entends bien. Mais en fait, là, on voit un mariage qui finalement se fait presque pour d'autres raisons et qui n'a pas changé grand-chose, si ce n'est que de toute façon, votre relation, mariée ou pas, aurait fonctionné. Aurait fonctionné, elle a fonctionné en quelques années, elle fonctionne toujours dans une grande amitié, donc tout va bien. Et le deuxième, alors? Alors, le deuxième, c'était un mariage qu'on dirait un peu plus de raison, c'est-à-dire que c'est après 13 ans de vie commune, avec la maman de mes enfants. Et là, c'était un souhait commun, mais un souhait exprimé aussi par elle et qui était juste à mon sens. J'avais pour ma part un métier qui permettait de faire vivre la famille, et elle avait un autre métier, le sien était d'être mère au foyer, avec 3 enfants, donc avec peu de droits, peu de protection. Donc, on avait décidé de se marier après quelques années de vie commune, 13 ans, je crois 12 ou 13 ans, pour sécuriser un petit peu tout le monde, les enfants et la maman, si jamais il m'arrivait quelque chose. D'accord, oui, donc là, on est dans le mariage de raison. De raison et de raison. Nous avions réglé les choses pour notre maison, puisqu'on s'était organisé avant le mariage pour qu'elle lui appartienne à moitié. Et oui, c'était la raison, c'était sympathique, c'était assez près d'une fin de vie commune tout de même, puisqu'on avait fait une petite thérapie de couple qui nous montrait que ce qui nous avait rapprochés, c'était le désir d'enfant, sans avoir réussi à... Et donc, dans ce cas-là, c'est vous qui vous êtes dit, il faut que je l'épouse pour la sécuriser, ou c'est elle qui vous l'a demandé? Elle ressentait ce désir, on faisait tous les deux de la moto et autres, et moi, pas mal de sport aussi. C'était un désir exprimé par elle que j'ai entendu et qui me paraissait tout à fait juste. Bravo. C'était la solution pour... lui permettre de bénéficier, même en cas de séparation, de quelque chose qui était institutionnalisé et juste. Donc du coup, effectivement, il y a un salaire. Je me suis efforcé dans notre compromis de divorce de lui permettre de vivre décemment quand elle avait, puisqu'elle avait la garde des enfants, vu que j'avais un métier un petit peu difficile, j'étais roulant dans les trains, donc c'était pas toujours simple, les horaires. D'accord, et alors le troisième? Le troisième est un mariage que j'ai fait un petit peu à l'inverse de ce que seraient mes choix habituels. Pour ma part, je regarde le mariage, comme je vous le disais, comme une façon de proclamer aux autres, bien souvent de mettre sous bonne garde notre amour. Il est plus difficile parfois de proclamer un désamour ou une séparation qu'un mariage. Et donc celui-ci, je l'ai fait tout de suite après avoir rencontré ma compagne. Ça a été très rapide, 1 an après. Et là, c'était plus son désir, un désir de classicisme, d'habitude dans sa culture et dans les traditions familiales et dans sa culture. Donc, bon, allons-y. Hein. D'accord. Et il a duré combien de temps celui-là alors? Alors celui-ci, il a duré, je dirais, ça faisait 2-3 ans, 4 ans, non, 1 an qu'on était ensemble. Il a duré vraiment en vie commune 4-5 ans. On voit que c'est celui qui finalement a été le plus immédiat et le moins fiable, si je puis dire.
le moins porteur parce qu'il n'était pas porté de part et d'autre par quelque chose qui nous était intime. Il était porté par les autres. Par les traditions, par la famille, par ces choses-là, des valeurs que je respecte, même si ces valeurs-là de mariage n'étaient pas complètement les miennes. Mais bon, pour moi, ça n'avait pas d'importance capitale. Si ça pouvait faire plaisir, ayant été démarié plusieurs fois, je pouvais me démarier une nouvelle fois. Donc en gros, ce dernier mariage, vous ne l'avez pas forcément pris au sérieux, vous l'avez fait pour elle. Je l'ai fait pour elle, pour faire plaisir à elle et à sa famille, puisque les traditions étaient très fortes dans sa famille. On m'a expliqué que j'étais pas obligé, mais que ça devait marcher comme ça. Bon, en général, faut pas me dire ça, je fais le contraire, mais bon, c'est pas grave. J'étais peut-être dans une phase où je m'ignorais un peu plus à ce moment-là. Donc vous rêvez d'un quatrième qui ressemblerait à quoi? Alors le quatrième, il pourrait être... il a fallu y avoir un intermédiaire porté par beaucoup d'amour et d'intensité. La vraie envie de se marier par amour. Oui, parce que finalement, quand on regarde, il n'y a pas eu de mariage d'amour encore, vraiment. Enfin, de vrais engagements. Oui, si, il y avait des engagements, mais il n'était... Oui, je dirais pas, on n'est pas dans l'idéal du mariage qui est la traduction de l'amour. Mais quand on est très porté amoureusement, j'ai connu des intensités d'amour où le mariage aurait pu être quelque chose qui aurait une manière de transcender aussi ces choses-là. Pas essentiel, hein, mais de nature à embellir encore les choses. En tout cas, votre témoignage montre que vous êtes responsable. Hein, vous savez assumer votre responsabilité d'homme. Mais c'est vrai que ça manque un peu de comment dirais-je, de glamour. Bah oui. Vous en êtes conscient de toute façon. Vous êtes resté en bonne relation avec toutes vos femmes? Alors, je suis resté en très bonne relation avec ma première femme. Entre l'amour et l'amitié, je dirais, il y a un lit de différence, nous l'avons enlevé. Ouais, d'accord. Mais nous sommes très très proches, des amis intimes, depuis 40 ans, un peu plus de 40 ans. Avec ma dernière femme, nous avons réussi effectivement à maintenir une forme de complicité. J'étais témoin à son mariage suivant, on a une écoute mutuelle sympathique. Elle est un peu plus jeune que moi, donc une quinzaine d'années, donc c'est des chemins parcourus et des chemins à parcourir, donc c'est intéressant, c'est assez qualitatif. Avec la maman de mes enfants, nous avons réussi à conserver une cohérence de couple éducatif. Mes enfants sont grands maintenant, je suis grand-père depuis 15 ans, 17 ans maintenant, ça passe vite. Nous avons 5 petits-enfants, mais nous n'avons pas réussi à maintenir une qualité de relation parce que l'argent s'est mis au milieu. Ok. Oui. L'argent a évité un différent financier de conception, ce que, disons, que mon engagement à trouver une femme quand mes enfants étaient grands, et ce n'était pas un engagement envers, je dirais, subvenir aux besoins de la mère de mes enfants, c'était subvenir aux besoins de mes enfants par l'intermédiaire de leur maman qui en avait la responsabilité. C'était juste au moment où... Oui, j'entends bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les enfants, étant grands, vous n'aviez plus à payer de pension alimentaire, hein, comme on dit. Je le pensais, nous n'avons pas été d'accord là-dessus. Et elle considérait que, ayant élevé vos enfants et n'ayant pas travaillé pendant ce temps-là, elle mériterait une pension compensatoire. Mais ça s'entend tout à fait. Hein. Oui, bien sûr. Mais attendez, moi, je vais pas donner mon avis sur un sujet que je ne connais pas. Je ne sais pas où vous en... Donc, mais c'est... l'a arbitré, ça nous a pas été... ça n'a pas favorisé le lien. De toute façon, dans ces cas-là, il faut faire appel à la justice pour régler le problème, de toute façon.
Mais c'est vrai que c'est aussi un problème. Est-ce qu'on fait payer l'autre ou est-ce qu'on est on considère qu'on est dans son bon droit? Ça, c'est personne. Enfin, c'est pas moi qui me permettrait de juger. Ou est-ce qu'on répare un amour qui s'arrête alors que nous, on n'était pas OK pour que ça s'arrête, hein. Bien sûr, bien sûr. On sait bien que toutes les questions... On est rarement synchrone sur les fins de relation. C'est pas toujours d'un commun accord qu'on décide de mettre fin à un mariage. Évidemment. Bon, Joël, on vous souhaite de rencontrer le grand mariage, le beau mariage, puisque visiblement vous êtes prêt à repasser devant Monsieur le maire. Merci en tout cas de votre témoignage. On va continuer évidemment après les infos. Vous pouvez vous aussi nous raconter ou peut-être poser vos questions si vous avez des questions à poser à Philippe Arlin. Vous nous appelez au 0826 300 300. La petite devinette du jour: pourquoi les femmes ne devraient jamais utiliser le silence comme punition? Quelle est la réponse? Vous l'aurez après les infos. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Alors, le mariage, on en parle avec vous, Philippe Arlin. Vous êtes sexothérapeute et c'est vrai que... Oui, ça me fait rire parce qu'on n'a pas parlé de la nuit de noces encore. Voilà. Quand même, moi j'y pense à ça, la nuit de noces. Moi je n'arrête pas d'y penser. Et qui est souvent ratée d'ailleurs. Moi je voudrais juste te dire... Elle est proportionnelle au degré d'alcool qu'on a absorbé pendant le dîner. On est bien d'accord, hein, parce qu'on a dit beaucoup de choses, mais on n'a pas dit l'essentiel. La nuit de noces, si je peux vous donner un conseil, le jour du mariage, évitez la nuit de noces. Allez dormir ailleurs. Enfin, dormez. Dormez en tout cas. Peut-être, mais bon, voilà. C'est pour ça que je souriais, parce que je pensais à la nuit de noces, justement. Alors, la réponse à ma devinette: pourquoi les femmes ne doivent jamais utiliser le silence comme punition? Qui ne dit mot consent. Parce que les hommes adorent quand les femmes se taisent. Donc ce n'est pas une punition pour eux, c'est au contraire. Voilà, bon, bref, c'est pas gentil. Hein. C'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis, j'affirme et je signe. Alors la devise du jour: choisissez votre définition de la vie. C'est vrai qu'on a souvent peur de vivre, parce que vivre, c'est souffrir. Et puis, on oublie que vivre, c'est aussi jouir. Jouir, c'est ressentir. C'est désirer, c'est etc. Donc, choisissez un peu votre formule de la vie, et puis vous aurez la vie que vous méritez. Parce que si vous choisissez de jouir de la vie, c'est pas la même chose que si vous pensez qu'il va vous tomber sans arrêt des trucs difficiles à vivre. Il y a tout dans la vie, mais on peut choisir la couleur qu'on lui donne. Et on revient sur le mariage avec Céline, qui est avec nous. Bonjour Céline. Bonjour. Bonjour Céline. Écoutez, moi c'est pour ça que mon mariage. Je me suis mariée il y a 2 ans. Oui. Avec mon compagnon avec qui je suis en couple depuis maintenant 19 ans. Ouais. Et notre mariage, c'était un mariage, on va dire, petit comité, avec nos amis et notre famille. On était quand même 180 en tout. Petit comité 180 ? Non, 80. Ah, 80, pardon, excusez-moi. C'est déjà beaucoup. Et on a fait notre mariage sur le thème de la musique. Parce qu'en fait, mon mari est musicien de génération en génération et moi, je faisais de la danse. Mm-hmm. Et on s'est mariés à l'église. Et ce que j'en retiendrai, c'est une super église. Parce qu'en fait, on a une amie qui nous a chanté a cappella dans l'église. C'est magnifique, oui. Voilà, donc j'avoue que ça a été une très grande émotion pour tout le monde. C'est chouette. Et l'entrée de notre mariage, puisque mon mari étant musicien, il a joué à la guitare électrique Thunderstruck de AC/DC. Voilà. Eh ben oui, je vois que vous êtes dans l'ambiance. Merci à notre réalisateur. Non mais Céline, là on entend vraiment un mariage qui a besoin de se faire parce que vous êtes sûrs l'un de l'autre et que là c'est dans votre, j'imagine dans vos vœux, c'est pour la vie, quoi.
Ah oui, pour moi, c'est évident, quoi. Et on le sait on va dire depuis le début qu'on est ensemble. On a aussi un petit garçon de 13 ans, donc c'était aussi pour officialiser un petit peu la chose. Mais c'est ça. Et faire en sorte qu'on puisse être à l'abri l'un et l'autre. Ouais, mais votre mariage, il témoigne presque autant des 17 années de bonheur partagé que des années à venir, puisque là, c'est vraiment la complicité, c'est tout ce qui fait votre relation, son métier, votre métier, enfin, voilà, donc ça, c'est intéressant parce que c'est un mariage qui vient presque illustrer une période qui a déjà eu lieu. Oui, c'est-à-dire Voilà, c'est-à-dire que ce mariage, il a été possible que parce que vous vous connaissez bien et que là, on est en train d'illustrer cet engagement. Oui, tout à fait, oui. Puis bon, après, on a traversé des épreuves qui font que on sait qu'on est, même si on n'est pas à l'abri, mais un couple assez solide du fait des épreuves de la vie qu'on a traversées qui sont parfois pas évidentes dans une relation. Comme Céline, la maladie ou les choses comme ça. Oui, Céline, je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mariages qui se font après plus de 10-15 ans de vie commune. Donc tout ça n'est pas très... mais en même temps, qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui vous a motivé tous les deux à vous dire qu'il est temps de se marier? Je dirais que c'est le fait de se mettre à l'abri l'un et l'autre par les temps qui courent. D'accord. Ok. Voilà, donc, tout simplement. Oui. Mais je crois que sur un plan symbolique aussi, le fait d'être marié a quelque chose de rassurant, comme si on est deux face à l'adversité, quoi. Mais ça fait partie des vœux du mariage, d'être là l'un pour l'autre, dans le meilleur et le pire. Mais c'est vrai que cet engagement de sécurité qu'on apporte au moment du mariage, je trouve c'est important de le poser, effectivement, parce que des fois on l'oublie, mais effectivement, là, on le voit, on a plein de raisons de se marier différentes. Et là, on a aussi une raison pour poser une sécurité autour de ce qui a été construit. Tout à fait. Nous, c'était ce choix-là, en fait. Oui, bien sûr. Et puis c'est aussi une manière, puisque là, vous l'avez dit, vous avez réuni les gens que vous connaissez, les proches, et c'est aussi de montrer aux autres la solidité du couple. Oui. Il y a une question qu'on n'a pas posée ni aux autres couples. Ça a changé quoi, ce mariage? Pour nous, rien. Ouais. Ok. Non, mais... Juste, je porte son nom. Ouais. Mais après, ça, dans notre vie de tous les jours, ça n'a rien changé. Alors, on a des amis qui rigolaient, qui nous disaient « Tu vas voir, tu vas faire une dépression, c'est pas possible de savoir que tu es lié, maintenant tu as le boulet. » Non, pour nous, ça n'a rien changé du tout. Ni l'un ni l'autre. Okay. En fait, c'était officialiser la chose. Oui, dans le sens, on était déjà en couple depuis longtemps, donc ça paraissait la suite logique, en fait. C'est dans ce sens-là que je vous disais que ça parlait plus de la relation qui avait eu lieu que de quelque chose qui allait changer dans l'avenir. C'est ça, tout à fait. En même temps, ça fait toujours que 2 ans, donc c'est relativement récent. Mais on a l'impression, à vous écouter, qu'en effet, il n'y a rien qui va changer. Je ne voudrais surtout pas faire l'oiseau de mauvais augure. Ah non, je dis pas, on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Dans un couple, on a nos amis, des amis qui étaient mariés et au bout de 13 ou 14 ans de vie commune, comme divorcés. Donc je sais très bien qu'on n'est pas à l'abri ni l'un ni l'autre. Mais bon. Voilà. Le fait que ça se produise ne veut pas dire qu'on y est condamné. Donc vous avez le droit que ça fonctionne pour vous. Oui, et puis de toute façon, encore une fois, je crois c'est bien aussi qu'on puisse se séparer si on en a envie et si le couple a vécu ce qu'il a à vivre. Parce que ce qu'il faudrait aussi dire, puisqu'on parle aujourd'hui du mariage, c'est un engagement fort. Mais c'est pas pour autant que parce qu'on se marie, on va forcément être heureux ensemble pendant 30 ans. Aujourd'hui, la longévité des gens fait que forcément, un mariage, pour qu'il dure, imaginons qu'on se marie à 25 ans,
ça voudrait dire qu'il faut qu'on s'aime jusqu'à au moins 60 ans. C'est pas si simple, hein, parce qu'on évolue, on change. Bon, ce qu'on entend chez vous, visiblement, vous avez quand même des goûts communs, hein, de faire la fête, la musique, la danse, tout ça. Vous avez des valeurs communes. Oui, on a des valeurs communes. Après, voilà, on a chacun notre jardin secret aussi. Et on va dire que moi, j'ai 40 ans et mon mari en a 50. Donc, on s'est mariés assez tard. Mariage plus vieux, mariage heureux. Eh oui. Non, mais de toute façon, vous aviez 19 ans de vie commune, donc vous savez très bien qui est l'autre. Hein. Je pense que... Ce qui parfois pose problème, c'est pas votre cas, hein, Céline, ce qui parfois pose problème dans un couple quand on se marie, alors que pourtant on se connaît bien, on a vécu tellement d'années, c'est parce que dans l'esprit de l'un ou de l'autre, le mariage est quelque chose du symbole de la corde au cou, et tout d'un coup on se sent plus libre, alors qu'en fait rien n'a changé. Et donc on voit bien que ça parle de quelque chose qui n'est pas la réalité, mais qui malheureusement, ça peut remonter à des problèmes de famille, enfin. Et on sait très bien comment les choses peuvent parfois nous traverser et puis prendre de l'importance, alors qu'on ne pouvait même pas l'imaginer le jour où on accepte de se marier. Non, mais je vous rejoins complètement. Et il faut à la fois trouver l'importance du mariage et ne pas lui faire porter un poids qu'il ne devrait pas avoir, ce poids qui condamnerait, qui mettrait la corde autour du cou. Je ne crois pas, effectivement, mais bon. Voilà. Et alors Céline, vous avez eu une nuit de noces ce jour-là ou pas? Je reviens sur ma nuit de noces. À la guitare Oui, on peut appeler ça une nuit de noces, coucher à 4 heures du matin et réveiller le matin, le lendemain à 10 heures pour nettoyer la salle. Ah ouais, non, c'est pas terrible. Hein. Bon, vous vous êtes rattrapé depuis? Oh ben bien sûr. Bon, alors ça va. Mais on n'a pas fait de voyage de noces par contre, on va le faire pour nos 20 ans. Ah, vos 20 ans de vie commune donc. C'est exact, on a décidé de ne pas faire de voyage de noces et de faire un gros voyage pour nos 20 ans en prenant notre fille. Et donc, oui, finalement, vous fêtez plutôt le jour de votre rencontre ou le jour de votre mariage? Les deux. Ah bah, tant qu'à faire. C'est hein. chouette. Oui, vous avez bien raison. Plus la naissance de l'enfant. Les anniversaires de chacun, la naissance de l'enfant, ouais. C'est bon, vous avez trouvé un bon calendrier festif. Les deux. Puisque notre mariage s'est passé au mois de juillet et on s'est rencontrés au mois de juin. D'accord, bon. Ah, c'est l'été alors. Les deux. Ouais. C'est ça. Ben, merci en tout cas Céline, et puis plaisir. Et merci de votre bonne merci, humeur Céline. et puis continuez à être heureux, puisque c'est tout ce qu'on peut souhaiter à tous. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant avec vous bien sûr au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous évoquons aujourd'hui le mariage, ou le non-mariage d'ailleurs, avec Philippe Arlin, sexothérapeute qui est avec nous, et à l'occasion de ce livre, je le rappelle, qui est écrit par Delphine Manivet aux éditions Flammarion. Oui, mes secrets pour réaliser le mariage de vos rêves. C'est un livre qui évidemment s'adresse plutôt aux jeunes femmes ou femmes hein, qui ont encore une âme de jeune femme et qui rêvent de ce fameux mariage magnifique. Voilà. Greg est avec nous. Bonjour Greg. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Greg. Alors, vous êtes marié ou vous êtes marié? Je suis divorcé. On va commencer par la fin. On va revenir au début. Comme vous voulez. Parce que c'est super intéressant en fait. Alors, je vais vous expliquer les motivations du mariage. Je ne sais pas si c'est sur le thème, mais la journée des mariages, pour le coup, parce que j'ai posé l'auditeur précédent, on parlait de corde au cou. L'image qu'on peut avoir du mariage, qui est une union. Moi, je me suis marié donc avec mon ex-femme. On a fait un très beau mariage, catholique, église, mairie, la famille, très beau mariage. Je me suis marié à 26 ans. 26 ans, oui. Dans mon sens, je me suis marié trop jeune. Le recul que j'en ai aujourd'hui, parce que j'ai pas profité de la journée ou du moment ou de l'événement tel que je pense que j'aurais pu le vivre aujourd'hui, en fait, différemment, alors, avec ou sans mes enfants, avec le c'est-à-dire, vous n'avez pas su profiter de ce moment magique, merveilleux, c'est ça que vous voulez dire?
Oui, alors on a bien vu, on a vécu le moment avec la magie, mais je pense qu'on n'a pas tiré la quintessence de la journée, de la magie de la journée qu'on aurait pu avoir. Pris par le stress, par l'événement lui-même qui est un événement de construction, l'union, le côté on scelle le couple, et puis le temps de préparatif. En fait, on a fait ça sur une journée. Je comprends les gens qui font ça sur plusieurs jours. Vraiment, ça a vraiment du sens pour le coup, profiter d'un mariage sur plusieurs jours. Mais bon voilà, on l'a fait, on voulait faire, donc on a fait les fiançailles, on s'est mariés, on a fait le voyage de fiançailles, on a fait le voyage de noces, donc on a fait les choses comme il fallait. Comme on fait souvent quand on est très jeune, Philippe Arlin, je crois que... Oui, c'est le premier vraiment où on prend le temps, on fait tous les, entre guillemets, toutes les choses bien, en tout cas telles que traditionnellement on a l'habitude de les faire, quoi. Oui, c'est ça, et donc c'était ça, donc forcément donc on n'avait pas d'enfants, donc on était libre de justement dans cette liberté de pouvoir agir et faire notre guide, parce qu'on était vraiment, c'était l'un pour l'autre. Donc ça c'est ce qui était bien. Je comprends les gens qui remettent leurs vœux plus tard, beaucoup plus tard, parce que du coup peut-être que c'est aussi un moment pour eux de pouvoir revivre des moments d'émotion comme ça. Mais bon, donc moi ma journée on l'a vécu très bien, c'est stressante mais du bon stress, parce que c'était une belle journée, on n'a pas eu de couac, on n'a pas eu à l'église, personne n'est intervenu en disant je m'oppose à ce mariage. Donc, c'est heureux. Voilà, donc on était moi j'ai une partie de ma famille qui est arménienne, mon ex-femme c'était italienne, donc on a trouvé un prêtre, un curé, un prêtre catholique, un prêtre arménien qui nous a mariés dans une église catholique, donc avec deux, trois, donc on a fait un mix, un melting pot en fait de deux cultures qui se rejoignent dans les fondamentaux, mais voilà, de façon à ce que tout le monde soit content, mes grandes-tantes étaient contentes, tout le monde était content. Oui, vous avez respecté les familles respectives de l'un et de l'autre. Oui. Exactement, et c'est pour ça que surtout je pense que... ça a été stressant. Oui, mais c'était pas du stress, c'était pas négatif. Alors, oui, on avait toujours ce stress de j'espère que tout va bien se passer, que les ballons vont pouvoir s'envoler à l'apéro. Enfin bon, après c'est tout le stress de l'organisation. C'est pour ça que ce qui est dommage, c'est que en fait on oublie un peu le côté magique de la journée qui est censé être pour nous. Alors que nous, en fait, on s'occupe vraiment de oui, j'entends ce que vous dites. Il faudrait que ce soit quelqu'un d'autre qui organise tout pour que vous puissiez profiter pleinement, alors que sinon, vous êtes évidemment partagé. Oui, j'entends bien, oui. Vous avez raison. Ouais, c'est ça. Oui. Il faudrait des organisateurs de mariage. Mais ce qui existe, alors c'est très américain comme principe, mais effectivement, les wedding planners, pour le dire en anglais, les organisateurs de mariage, c'est effectivement des gens qui sont censés assumer tout ce qui peut fonctionner ou pas fonctionner dans la journée pour que les mariés n'aient à s'occuper que d'eux et de leur amour. Mais on ne sait pas, ça vient en France, mais c'est pas encore très... Oui, mais ce que vous dites, Greg, est important, parce que c'est vrai que je trouve que ça devrait... il faut y penser, quoi, parce que c'est vrai que vous étiez tellement... vous vouliez tellement que tout le monde soit content, tout le monde soit bien, que finalement, vous n'avez pas pu vous occuper de vous. Complètement votre journée. Oui, c'est ça, exactement. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est vrai que le faire plus tard, je pense que ça a plus de sens, parce qu'en wedding planner, bien entendu, maintenant ça s'existe de plus en plus, mais c'est un budget, c'est un coût supplémentaire quand on a énorme d'argent. C'est nos parents qui nous payent quasiment le traité du mariage. Enfin, nous, c'était le cas. Une grande partie, c'est nos parents qui l'ont payé. Sinon, on était incapables de faire ce qu'on a fait. Avec le temps, aujourd'hui, 20 ans plus tard, je suis plus marié, mais le fait est que j'aurais fait les choses différemment, avec un wedding planner, avec justement un staff qui m'aurait permis moi de profiter pleinement de l'émotion de ma journée, et je l'aurais fait comme ça. Après, c'est pas pour ça que vous avez divorcé. Non, pas du tout. J'ai pas divorcé pour me remarier. Non, pas du tout. J'ai divorcé parce qu'on a fait 16 ans de mariage, 20 ans de vie commune, 2 beaux enfants, une maison, enfin on a fait ce qu'on avait à faire. Oui, vous avez vécu ce que vous aviez à vivre et puis vous êtes... Voilà. À un moment donné, on se comprenait plus, on devenait un petit peu de coloc. Bon, en bonne intelligence, avant d'aller taper le mur et de faire des bêtises, on s'est dit, tiens, ça serait peut-être pas déconnant de chacun faire sa vie de son côté, de façon à ce que si chacun va bien de son côté, les enfants iront bien. Donc c'est une séparation positive, ce qu'on a fait. Faut beaucoup de courage pour le faire. C'est facile à dire, je le dis facilement comme ça, mais il faut beaucoup de courage pour le dire. Mais aujourd'hui, ça fait 4 ans
que je suis divorcé, tout le monde va très bien. Moi, je vais très bien, mon ex-femme va très bien, on s'entend très bien, nous entendons très très bien. Chacun fait sa vie est parti. On s'est presque libéré finalement. Ce qui était une très bonne chose avant justement d'aller un peu trop loin. Et aujourd'hui, donc bon, je passe alors je sais pas si c'est important de parler du divorce, mais le mariage, finalement le mariage est une protection financière aussi, faut voir ça un petit peu comme ça. Ça permet de protéger le conjoint en cas de décès notamment, ça donne des avantages fiscaux. Donc et quand on divorce, on voit vraiment plutôt l'aspect financier du mariage, qui casse un petit peu la magie du départ en disant tiens, c'est vrai qu'on s'était marié pour de l'amour. Bon, on divorce rarement pour l'amour, mais il y a vraiment ou alors l'amour de quelqu'un d'autre. Oui, ça peut être ça. Ouais, exactement. Oui, tout à fait. Voilà. Après, pour le coup, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est pas pour autant que je me dis vacciné du mariage, pas du tout. Moi, je crois, je reste convaincu que c'est une belle union. Par contre, je serais plutôt partant de me marier peut-être en plus petit comité sur une plage corse, quelque chose de très simple en fait, mais par contre très solennel, voilà, très très solennel, et avec un wedding planner évidemment qui gérerait tous les événements. Mais bon, pour ça, il faut trouver la bonne. Écoutez, vous avez le temps. C'est ce qu'on vous souhaite. Hein. Vous avez le temps, mais moi, ce que j'aime bien dans votre témoignage, c'est que vous êtes lucide, hein, vous êtes lucide à la fois sur votre mariage qui a été un mariage heureux, hein, et puis vous avez su vous séparer assez intelligemment, ce qui est quand même assez rare, hein, bravo. Et puis vous êtes ouvert à une autre belle rencontre, et c'est ce qu'on vous souhaite, bien sûr. Ah, mais il faut continuer à croire, c'est important, sinon on vit plus, on a besoin d'émotions pour vivre. Enfin, moi, j'ai besoin d'émotions pour vivre, et les émotions se créent, il faut continuer à croire, et il faut pas s'arrêter à un échec, une expérience. Non, mais dans votre cas, c'est pas, enfin, je pense que c'est pas un échec, il faut encore une histoire fois... qui se termine, c'est pas un échec. Oui, il faut rappeler que la moyenne des histoires, c'est 15 ans. Hein, donc il y a des histoires qui durent toute la vie, mais il y en a beaucoup qui s'arrêtent. Et c'est bien de prendre conscience que ça s'arrête et de se séparer intelligemment plutôt que de se faire du mal, bien sûr. Et puis l'amour, on rencontre pas à tous les coins de rue quelqu'un qu'on aime. Hein. On aime plusieurs fois dans sa vie, certaines fois, d'autres non. Il faut rester le cœur ouvert, en tout cas. C'est ce que vous faites. Très bien. Merci Greg, en tout cas. Merci beaucoup. Merci Greg. On va continuer à évoquer le mariage éventuellement, mais on va aussi parler d'un tout autre sujet dans un instant beaucoup moins gai, puisque on va parler des enfants morts-nés avec Hélène Romano qui nous revient, et puis en sexo conseil. Écoutez bien, on va parler du désir des femmes qui sont souvent dans le désir de l'autre. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Philippe Arlin, on va parler des femmes dans le désir de l'autre. C'est pas faux, hein. La femme est plus dans le désir de l'autre, c'est-à-dire que son désir s'allume parce que l'autre la désire, plus que l'homme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que la femme a besoin de se sentir désirée pour désirer. C'est quelque chose que certaines féministes critiquent énormément. Alors après, est-ce que c'est inné ? Est-ce que c'est acquis ? Mais ce que ça entraîne forcément, c'est que la femme sera plus facilement apte à s'accorder au désir et au fantasme de son partenaire, non pas par soumission, mais bien par désir mimétique. Et c'est pourquoi les femmes s'adaptent plus facilement au partenaire masculin que l'inverse. Mais c'est pas pour autant qu'elle va être totalement satisfaite si elle nie son propre désir ou ses propres fantasmes. Donc la femme étant plus portée par ses émotions que par ses pulsions, elle va être plus facilement dans l'empathie, elle va se calquer sur le désir de l'autre. C'est presque une seconde nature, tandis que l'homme, lui, reste plus facilement dans sa pulsion première, ce qui ne veut pas dire qu'il ne sait pas être attentif à sa partenaire. Hein. Donc voilà pourquoi on devrait conseiller à toutes les femmes de développer un peu plus leur fantasmatique, d'oser innover un peu dans leur sexualité, ça les rendrait plus aptes à avoir des propres désirs. Et je suis sûre que les hommes seraient tout à fait ravis de les suivre aussi dans les fantaisies que les femmes proposent. Voilà, donc c'est comme ça, c'est bien de le savoir, mais c'est pas une fatalité. Oui, c'est parce que c'est pas une fatalité qu'il faut faire ce que vous dites, qu'il faut travailler sur son propre imaginaire. Je dis toujours, les femmes ont une sexualité, des fois c'est pas la leur.
Elle est en réponse à la sexualité de l'homme. Et la femme doit s'approprier sa sexualité, son désir, son envie. Et c'est tout un travail à faire. Et c'est vraiment très important. Et ça fait écho à notre émission d'hier sur le désir, puisque effectivement, cette mimétique, elle participe pas au désir du couple renouvelé. Donc, et c'est pour ça qu'on dit souvent que les femmes vont s'épanouir pas avant 35-40 ans, parce que justement, elles sont trop dans le désir de l'autre. Et pas assez à l'écoute du leur. Au début de leur sexualité, et il faut qu'elles apprennent à éveiller leur désir qui est juste endormi, et ça c'est ce que vous dites souvent, Philippe Arlin. Hélène Romano est avec nous en ligne. Bonjour Hélène Romano. Bonjour Brigitte. Bonjour Hélène. Merci de prendre la parole. J'ai reçu votre petit livre noir, hein. Je dis noir parce que c'est pas par hasard qu'il est noir d'ailleurs. Ça s'appelle N'être pas, N'être mort. Alors évidemment, il y a un jeu de mots qui à la radio n'est pas très facile à entendre. N'être pas, ça veut dire ne pas être, hein. Et naître mort, ça veut dire venir au monde mort, hein. Donc on comprend mieux n'être pas, n'être mort. C'est un livre assez difficile, hein, mais qui, je crois, était nécessaire parce que c'est un sujet encore très tabou. Oui, c'est un livre qui est consacré au deuil anténatal, c'est-à-dire perdre un bébé en de grossesse. Souvent, on confond avec le deuil périnatal qui reprend aussi les situations de perte d'un bébé qui est né. Et c'est un processus très différent. Il m'a paru vraiment important avec l'éditrice de cette collection qui est dédiée au sujet de la mort, de pouvoir proposer aux parents qui sont milliers en France tous les ans d'avoir un ouvrage qui mette des mots sur leur ressenti, qui permettent de sortir de cette silenciation, la douleur et la souffrance de ces deuils spécifiques. Oui, on sait que c'est un sujet qu'on n'aborde pas et je crois que c'est vraiment important de pouvoir... bon, vous avez mis des mots, hein, parce que évidemment c'est un sujet que vous connaissez malheureusement bien. Vous avez mis des mots et je crois que... quelque part, on n'est pas, en tant que femme, on a besoin de savoir que ce bébé, quelque part, il a quand même existé. C'est un peu ce que vous dites, hein, entre les lignes. Oui, et j'utilise le mot bébé parce que les médecins diront fœtus, embryon premier trimestre, après fœtus. Et pour des parents qui ont commencé à investir une grossesse, maintenant on investit de plus en plus tôt, dès les premières semaines. Certaines fois on sait qu'on est enceinte et au niveau du couple on va investir ce futur bébé. Et quand la grossesse va pas à terme pour quelle que soit la raison, ça peut être une fausse couche, ça peut être une interruption médicale de grossesse, ça peut être un IVG, ça peut être plein de choses. Il y a un vrai déni social à pouvoir entendre que la femme, sa partenaire ou son partenaire souffre de la perte de ce bébé à naître pour le coup. Et c'était important de mettre des mots. Le mot bébé est important parce que ça humanise aussi cette détresse, cette souffrance, et ça permet de remettre la douleur du deuil dans ce que c'est. Le deuil, c'est la réaction face à la perte. Alors bien évidemment, perdre un enfant qui a 3 ans, qui a 15 ans, qui a 40 ans, ça n'est pas du tout la même chose que perdre un bébé à naître, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance psychique, ce qui est trop souvent dit, même par des professionnels. Et puis il y a aussi le problème des autres enfants de la fratrie, hein, oui. qui c'est pas anodin. Moi je pense à certaines personnes que je connais qui sont des enfants venus après justement un bébé mort-né, hein, enfin mort avant de naître, si je puis dire, et ils n'ont pas été investis de la même manière. Enfin ils ont quelque chose en eux aussi qui porte ça. Il y a certaines fois une forme de dette qui est transmise aux enfants qui sont nés avant ou qui naissent après. Des fois, on est en dette de celui qui est mort avant, et puis des fois, on était l'aîné, et puis il y a le petit frère, la petite sœur qui devait naître qui est mort, et du coup, il y a beaucoup d'investissement des parents derrière. Donc, c'est vrai que c'est important de ne pas banaliser la mort d'un bébé à naître. Je pense à des situations de mamans qui font des fausses couches, peut-être au début, et on n'en parle pas, on dit rien. Sauf que l'enfant, il n'est pas stupide. L'enfant, il perçoit bien que maman est triste, que papa ou d'autres mamans, si c'est un couple homosexuel, est triste aussi par rapport au fait d'avoir perdu cette grossesse.
il peut se sentir extrêmement coupable et pas comprendre, alors que dire avec les mots simples, on attendait un petit bébé, le cœur du petit bébé il s'est arrêté, puis il est mort, ça a l'air de rien, ça a l'air très simple et ça permet d'éviter des complications après dans les interactions de l'enfant avec les parents. Vous utilisez le terme mort anténatale, oui. Je le signale pour tous ceux qui nous écoutent, qui n'a rien à voir donc avec la mort périnatale, qui est donc le bébé décédé au moment de l'accouchement. Oui. Parce que le bébé qui meurt au moment de l'accouchement, ça, on en parle quand même dans notre société, mais c'est vrai que la mort anténatale, moi-même je reconnais qu'en lisant votre livre, j'ai pris conscience du drame que ça peut être pour les couples. Oui, parce que la particularité aussi par rapport au deuil périnatal, et souvent les collègues vont associer les deux comme si c'était... Ça fait très peur un bébé à naître qui meurt. Il y a une espèce d'angoisse de dire ça va mettre en danger le groupe social, on n'en parle pas, c'est très tabou. D'ailleurs, les femmes qui font des fausses couches, c'est extrêmement tabou dans la société. Et on n'a pas de visage, vous voyez. Quand on perd son bébé en anténatal, on n'a pas de visage. Un bébé qui va mourir après la naissance, c'est horrible, c'est atroce. Il y a un visage, on a le corps. Il existe. En anténatal, on n'a pas tout ça. Et dans le deuil, il y a aussi cette nécessité, certaines fois, de pouvoir matérialiser. Donc, il faut pouvoir ritualiser autrement, sans ce support de ce petit corps qu'on n'a pas et de ce visage qu'on n'a pas. Oui, et puis moi je sais que je rappelle quand même toujours aux femmes qu'une IVG c'est jamais anodin, parce que quelque part, même si c'est un choix que je respecte, je suis évidemment pour que chaque femme ait la possibilité de pratiquer l'IVG, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est pas, enfin moi j'entends des femmes qui parfois 20 ans après une IVG ont encore besoin d'en parler. Bien sûr. Vous avez important de le rappeler, c'est pas un acte anodin, c'est très culpabilisant souvent par rapport au regard social. Et même pour des mères qui perdent un bébé de façon suite à un accident, une fausse couche ou qui ne soit pas forcément un acte volontaire, il y a quelque chose où, comme si elles avaient failli par rapport au fait de la transmission, de la génération de l'espèce de façon très, très, très éthologique, et comme si elles étaient défaillantes. Il y a beaucoup de mamans qui ont, j'ai extrait de mamans, qui ont l'impression d'avoir, je le dis dans le livre parce que c'est des choses qui m'ont été rapportées, leur ventre est devenu un cercueil. C'est violent comme métaphore, comme image, mais c'est vraiment le ressenti. Et si c'est pas accompagné, s'il n'y a pas d'espace pour pouvoir parler de cette souffrance-là, ces mamans-là, elles restent avec ça toutes seules. Certaines fois, elles n'auront pas d'autres enfants parce que c'est un tel traumatisme qu'elles ne veulent plus tomber enceinte. Certaines fois, elles en auront d'autres, mais comme elles n'ont pas pu le parler, le risque, c'est de transmettre involontairement à ce second des choses compliquées de la souffrance de son deuil. Donc, l'objectif du livre, c'est vraiment de permettre à ces parents de mettre des mots sur le ressenti et que les professionnels qui certaines fois avec beaucoup de bonne volonté ont des propos pas du tout adaptés ou les proches sachent qu'il est important d'accompagner ces deuils-là. Ça n'est pas rien de perdre un bébé à naître. Bien sûr, et on entend souvent, oui, une fausse couche, c'est peut-être parce que l'enfant n'était pas viable, etc. Mais c'est vrai que c'est des paroles qui peuvent blesser. En tout cas, merci beaucoup, Hélène Romano. Je voulais en parler de ce livre noir, je l'ai dit, c'est aux éditions Fage. N'être pas, n'être mort, voilà, pour toutes les personnes qui peuvent se sentir concernées. Et en effet, les personnes qui travaillent sur ces sujets-là, ce serait bien qu'ils lisent votre livre. Moi, en tout cas, ça m'a un peu ouvert les yeux et je vous en remercie. On fait une petite pause, on va conclure cette belle émission sur le mariage. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Arlin est avec nous, sexothérapeute. Vous pourrez donner votre avis, évidemment, vous pourrez trancher, Philippe. Nous avons, voilà le débat que j'ai lancé aujourd'hui. Il faudrait attendre au moins 2 ans avant de se marier. Nous avons Gabriella qui est pour et Fred qui est contre. Comme toujours, je donne d'abord la parole à Gabriella qui est pour. Bonjour Gabriella. Bonjour. Et bonjour Fred. Bonjour Gabriella. Bonjour Brigitte et bonjour Philippe. Bonjour Fred. Alors Gabriella, allez-y, donnez vos arguments pour essayer de convaincre Fred. Alors, pour avoir été dans la précipitation, moi aussi, j'ai trouvé que se jeter rapidement, on ne connaît pas assez les personnes et on ne se connaît pas assez soi-même au final. Et
maintenant que j'ai 50 ans, j'ai beaucoup de retours où des gens me disent « Oh là là, je me suis trop vite avancée, oh là là, je me suis trop vite engagée, j'aurais dû attendre un peu avant de... » Parce que, surtout quand on est jeune. D'accord, donc vous avez vécu un mariage très jeune et qui n'a pas duré, si j'ai bien compris. Alors, oui, voilà, qui a mal duré. Alors, Fred, qu'est-ce que vous rétorquez à Gabriella? Alors, moi, je vous dirais que je suis très mal placé pour vous dire quoi que ce soit, puisque moi, j'ai attendu 2 ans pour me marier. D'accord. Et c'est trop? Ça s'est fait naturellement. Non, en fait, moi, je pense que c'est propre à chacun. Et il suffit juste de bien se connaître, mais il ne faut pas forcément 2 ans pour se connaître. On aurait pu se marier beaucoup plus tôt. Vous êtes toujours marié? Ah, bien sûr, ça fait 22 ans. Ah oui, d'accord. Oui, mais enfin, vous avez quand même attendu 2 ans. Ben, les choses se sont faites d'elles-mêmes, naturellement. En fait, on n'a pas précipité. Et vous étiez très jeune? Ma femme avait 18 ans quand je l'ai connue, donc 22... Oui, 20 ans, une vingtaine d'années. Et on a eu notre premier enfant 1 an après. D'accord. Et vous, Gabriella, vous aviez quel âge quand vous vous mariez la première fois? Pareil, dans les 20 ans. Du coup, oui, ça faisait... je t'ai connue à 18 ans. Donc du coup, voilà, c'était assez... Mais peut-être que, Philippe Arlin, ça me vient comme ça, hein, excusez-moi, je vous coupe un peu, Gabriella, mais peut-être qu'aujourd'hui, on attend un peu plus avant de se marier qu'il y a 30 ans. Oui. Oui, ça, de toute façon, oui, le mariage est quelque chose de moins systématique. À une époque, il fallait presque être marié avant d'avoir le droit de coucher avec la promise. Donc, on avait tendance à presser le mariage. Aujourd'hui, on prend le temps de réfléchir. Moi, je serais un peu placé au milieu. J'aurais envie de dire, plus on est jeune, mieux vaut garder 2 ans avant de se marier. Et je pense que quand on est vieux, on n'a pas besoin de 2 ans pour savoir si oui ou non on peut s'engager. Oui, et pourtant c'est le contraire qu'on fait, hein, souvent. Bah oui. C'est plutôt l'impulsion de la jeunesse. Hein, oui, mais justement, je trouve que cette impulsion, souvent on entend peut-être un peu vite. Bon, il y a un contre-exemple avec Fred qui nous dit que lui, il est heureux. Oui, mais il a attendu 2 ans quand même. Une exception, Fred. Ouais, mais il a attendu malgré tout 2 ans. Enfin, c'est la situation qui a fait que vous avez attendu 2 ans, Fred. Moi, à la base, j'étais pas pour le mariage du tout. Ah, on a mis 2 ans à vous convaincre alors. C'est un peu ça. Disons que, je sais pas, j'étais dans un bon moment où je parle de mariage avec ma femme et tout de suite, il y a eu les oreilles qui sont dressées en me disant « Ah bah oui, de suite. » J'ai dit « Bah écoute, ok. » Et puis le mariage s'est fait très rapidement parce que on a fait quelque chose de simple avec juste nos proches autour de nous. Et bon, par contre, elle a toujours eu le regret de ne pas avoir eu un beau mariage, mais on a fait quelque chose avec quelque chose qui nous ressemble en fait, quelque chose de simple. Et vous, Gabriella, c'était un beau mariage, votre mariage quand vous étiez jeune? Simple, très simple. Oui. J'ai pas d'argent. Ouais, c'est ça. Voilà, du coup, très simple. Et voilà. Après. Oui, je reviens sur ce que disait Philippe. Oui, avec l'âge, on se connaît mieux, on est plus sûr de nous et tout ça. Mais bon, maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai 50 ans, j'ai des copines cinquantenaires, mais pour rien au monde, elles iraient se marier. C'est possible, oui, bien sûr. Ah oui, justement, on parle. Elles se connaissent trop bien alors. Voilà, c'est ça. Et vivre la liberté tout en étant avec quelqu'un. Et dans le respect, bien sûr. Oui, mais c'est encore une fois, qu'est-ce qu'on met derrière le mariage? Est-ce que c'est un mariage parce qu'on veut montrer au monde entier qu'on s'aime et on veut s'unir? Enfin, c'est le lien symbolique de l'amour, ou est-ce que on se marie comme l'ont dit certains depuis 14 heures, on se marie parce que s'il arrive quelque chose à quelqu'un, à l'autre, on est protégé par la loi. Hein. Il ne faut pas oublier que le mariage, au départ, à l'origine, je suppose, il a été plutôt créé pour la famille et pour la sécurité des 2 membres. Hein.
Mais cette peur à 50 ans, moi je la trouve pas forcément justifiée. C'est la peur d'un mariage qui enferme, mais aujourd'hui je trouve la chance de notre 21e siècle, c'est qu'on peut écrire le mariage qui nous correspond et on peut avoir extrêmement de liberté dans un mariage et de ne pas en avoir peur. Enfin, cela dit, j'entends ce que vous dites, Philippe, je suis un peu d'accord et je suis pas tout à fait d'accord parce qu'ayant fait une émission sur le divorce la semaine dernière, sincèrement, c'est quand même galère. C'est extrêmement galère, vous avez raison. Et franchement, quand on a eu un divorce galère, qu'on n'ait plus envie de se marier, moi je peux tout à fait l'entendre. Et je suppose que vos copines, Gabriella, c'est peut-être un peu ça, non? Oui, c'est ça. Ouais. Et puis ça coûte un divorce. C'est malheureux, mais... ça coûte cher, oui. Oui. Donc on y pense, surtout à l'heure actuelle, quoi. Oui. Donc je crois qu'encore une fois, mais ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne conseille pas assez les gens sur les questions justement dès le début du juridiques. Lorsqu'on se marie, on devrait peut-être un peu plus se renseigner sur ce qui peut se passer si on doit divorcer. Parce qu'on éviterait peut-être certaines erreurs aussi, notamment quand il y en a un qui paye plus que l'autre, etc. Parce qu'on sait très bien qu'il y a souvent des règlements de compte lorsqu'il y a divorce. Et évidemment, quand on se marie, on n'imagine pas ce qui peut se passer et tout ce qui peut se déclencher comme règlement de compte. Peut-être que justement, c'est là qu'il faut changer le mot mariage. À une époque, c'était à vie. Donc on ne réfléchissait jamais la porte de sortie. Peut-être qu'aujourd'hui, on a le droit d'apprendre à se marier en mettant en place ce qui nous permettra, si on a besoin, de retrouver chacun sa liberté. Le jour où on se marie, on décide des conditions du divorce. C'est ça que vous voulez dire, en gros. Pourquoi pas? Oui, ça paraît tellement cynique quand c'est dit comme ça, mais ça ne l'est pas forcément. C'est juste une promesse réaliste de cet engagement qui nous bloque. Et si le divorce est aussi compliqué, c'est parce que, pas une seconde, on a pensé que ce mariage pouvait s'arrêter. Penser que quelque chose peut s'arrêter, c'est pas condamner cette chose à s'arrêter. Philippe, je souris, mais en même temps, vous avez tellement raison. Sauf que entre le moment où on se marie et le moment où on va divorcer, il va peut-être y avoir des enfants. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Oui, mais à 50 ans, les copines, elles n'auront pas d'enfants. Ça, c'est vrai. Gabriella, vous pouvez les rassurer déjà. Il n'y aura pas ce problème de garde des enfants. Voilà. Moi, j'essaye juste de m'adapter aux auditeurs. Non, mais il n'y a pas... Voilà, je pense que ça reste quelque chose de magnifique et qu'il faut essayer de faire en sorte que ça le soit et le divorce devrait l'être un peu plus, ça doit pas magnifique, mais ça devrait être quelque chose qu'on devrait apprendre à simplifier et je trouve que là pour le moment on n'y arrive pas. On devrait être adulte. Oui. Mais bon, on va conclure avec Fred qui est marié depuis 22 ans, ça va bien, vous êtes marié pourtant jeune, vite, et tout va bien. Et vous êtes heureux? On est super heureux. On a trois enfants merveilleux qui ont grandi avec des difficultés. On a toujours su faire corps avec ma femme pour et donc vous faites encore l'amour puisque vous faites corps? Ah oui, bien sûr. Eh ben super. Ça va être le mot de la fin. C'est la nuit de noces tous les jours. N'est-ce pas? Peut-être pas tous les jours, hein, mais souvent, parce que tous les jours on n'y croirait pas. Hein. Ouais. Merci, j'aime bien terminer avec ce message positif. Oui. Hein, le mariage, c'est quand même. Oui. C'est quand même une belle chose. Se dire oui. Mais oui, se dire oui. Merci en tout cas à tous d'avoir témoigné. Merci Philippe Arlin. Je rappelle que vous êtes sexothérapeute et que vous travaillez justement pour que les mariages durent, que les histoires d'amour durent et continuer parce que vous faites un très très beau travail et je sais que les patients sont toujours ravis de votre travail. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevanne pour C'est votre avenir et nous serons avec Bruno Clavier lundi et comme toujours avec Bruno Clavier, vous le savez, c'est le psychanalyste, psychologue clinicien spécialiste dans les abus sexuels, notamment dans la famille. Ça se reproduit de génération en génération et on se posera un peu cette question, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça cesse avec Bruno Clavier lundi et vous serez les bienvenus si vous avez besoin de témoigner.